Comprenez-vous les accusations? Oui, madame la juge. Que plaidez-vous? Non coupable, madame la juge. C'est un héros sud-africain. Nous ne pouvions pas y croire. On ne peut pas passer d'un héros à un zéro. Pourquoi et dans quelles circonstances s'est-elle retrouvée derrière une porte fermée? Une grosse partie du côté sombre de Pistorius a été dissimulée. Il n'y a pas de doute, il est parano, effrayé par la criminalité. La gloire et l'argent ont changé Oscar. Bienvenue pour de nouveaux dossiers Carl Zero sur RMC Découverte. Nous sommes en Afrique du Sud, à l'aéroport de Johannesburg, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale du pays, Pretoria. Alors vous me direz pourquoi l'Afrique du Sud? Eh bien tout simplement pour revenir sur le fait divers le plus marquant de ces dernières années, le meurtre de Riva Steenkamp par l'icône de tout un pays, Oscar Pistorius. Souvenez-vous, nous sommes en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres. Pistorius est le premier athlète paralympique amputé des deux jambes, sous les genoux, à participer aux 400 mètres avec les valides. Évidemment, les caméras du monde entier sont braquées sur lui. 6 mois plus tard, sa vie bascule. Accusé de meurtre avec préméditation, il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 25 ans de détention. Alors, crime prémédité, meurtre ou légitime défense? Qui est véritablement Oscar Pistorius? Serait-il possible que derrière l'image de ce sportif hors du commun se cache une personnalité beaucoup plus sombre? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble. Suivez-moi. Complexe de Silverwoods, dans un quartier huppé de Pretoria, en Afrique du Sud. Nous sommes le jeudi 14 février 2013, il est 9 h du matin. Nous pouvons confirmer qu'il y a eu un meurtre par arme à feu ce matin au domicile du célèbre athlète paralympique Oscar Pistorius. Pour le moment, nous pouvons confirmer qu'une jeune femme de 30 ans est morte sur les lieux de blessures par balle. Un homme de 26 ans a été arrêté. Il est accusé de meurtre. Avec cette déclaration, Denise Bucks, la porte-parole de la police, confirme une information qui affole les médias et les réseaux sociaux depuis plus d'1 heure. Nous écoutions les informations et tout le monde disait qu'Oscar Pistorius avait tiré sur sa petite amie, mais il ne donnait pas son nom. J'ai commencé à avoir peur et là, ils ont fini par donner le nom. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. L'athlète Oscar Pistorius, champion paralympique et idole de tout un pays, vient d'être arrêté par la police pour le meurtre de Riva Steenkamp, sa petite amie, un mannequin de 29 ans. Tout de suite, nous nous sommes dit que ça devait être une erreur. Ça n'avait pas pu arriver. C'est une immense star, un héros sud-africain. Une légende que tout le monde admire. Nous étions tous choqués. Nous ne pouvions pas y croire. À 10 h du matin, encadré de policiers, tête baissée, caché sous une capuche, Pistorius est conduit au commissariat de Brooklyn, à Pretoria. Alors que le monde entier s'interroge sur le mobile du meurtre, une première version se propage. L'athlète aurait pris sa petite amie pour un cambrioleur. Une version qui surprend. En quelques heures, l'icône Pistorius s'effondre et personne ne veut vraiment y croire. Était-ce vrai ou non? Est-ce que ça peut arriver de passer d'un héros à un zéro? Si vous m'aviez demandé il y a 1 an si Oscar serait impliqué dans une affaire comme celle-là, je vous aurais dit non, c'est impossible. Pourquoi? Et comment a-t-il pu tuer sa petite amie? Pour l'instant, aucun détail ne filtre. Seule certitude, le drame s'est déroulé à l'intérieur de la maison de l'athlète. Une maison de 2 étages située dans un complexe immobilier très haut de gamme.
Silverwood, c'est un de ces complexes ultra sécurisés, avec des gardiens, peu de portes d'entrée. Ce sont des quartiers entiers derrière des murs. Des gardes font des patrouilles pendant la nuit. Et pendant la journée, les deux entrées du complexe sont surveillées par des agents de sécurité. Il y a aussi des caméras de vidéosurveillance qui sont reliées à un poste de contrôle. Un complexe ultra sécurisé qui, ironie du sort, est censé protéger leurs résidents de la violence endémique dans le pays. D'ailleurs, les cambriolages y sont très rares. Alors, pourquoi cette nuit-là, Oscar Pistorius se serait-il senti menacé? Retour en arrière, la veille du meurtre, le 13 février. Il est 18h quand Riva Steenkamp se présente à l'entrée du complexe de Silverwoods. Elle stoppe la voiture, salue les gardiens avant de rejoindre la maison d'Oscar. L'athlète, lui, arrive 10 minutes plus tard. Ce soir-là, le couple a prévu de fêter la Saint-Valentin. Comme en témoigne ce message posté à 11h37, Riva se réjouit de passer la soirée avec Oscar. Quelle surprise avez-vous prévue pour votre amoureux demain? Mais en pleine nuit, vers 3h du matin, des coups de feu éclatent. Réveillés par le bruit, les plus proches voisins d'Oscar alertent la sécurité, puis la police. La nuit de la Saint-Valentin a viré au cauchemar. C'est donc ici, derrière ces murs surmontés de barbelés du luxueux complexe de Silverwoods, qu'autour de 3h du matin, dans la nuit du 13 au 14 février, Oscar Pistorius appuie sur la gâchette et tue sa petite amie. 1 heure après, la police débarque avec à sa tête l'enquêteur Hilton Botta, qui est en charge de l'homicide. Il découvre le corps de Riva, qui a succombé à ses blessures, et il trouve Oscar recroquevillé dans un coin du garage, assis sur un banc de musculation et qui ne cesse de répéter « J'ai tué mon bébé, Dieu, sortez-moi de là ». Il est 3h30 du matin quand les premiers secours arrivent à Silverwoods, suivis de près par la police, mais aussi par les proches d'Oscar. Sur place, comme l'a constaté Barry Batman, journaliste pour la radio Eyewitness News, c'est la confusion, la plus totale. Imaginez la maison d'Oscar. On nous l'a expliqué de cette manière. Vous passez une porte qui vous amène dans une grande entrée. C'est là que Riva a été trouvée par la police avec une serviette sur la tête. De là, vous montez les escaliers pour rejoindre la chambre d'Oscar. Il y avait une trace de sang qui menait jusque-là et qui continuait dans la salle de bain où elle a été tuée. Qu'est-ce qu'on sait de l'attitude d'Oscar à ce moment-là? Comment est-ce qu'il se comporte? À ce moment-là, il est terrifié, pétrifié. Il venait juste de descendre le corps au rez-de-chaussée. Riva Steenkamp a donc été abattue par Oscar alors qu'elle était dans les toilettes, porte fermée. 4 balles de 9 mm dans la tête, la hanche et l'épaule du côté droit. Elle est morte, avant l'arrivée des secours. Quels sont les principaux indices qui vont être collectés immédiatement sur la scène de crime par les enquêteurs? Le premier indice qui a été saisi sur la scène de crime est l'arme à feu qui a été trouvée dans la salle de bain. Ils ont également retrouvé 3 téléphones portables, 2 iPhone 4, un iPhone 5 et une batte de cricket qui a été utilisée pour défoncer la porte des toilettes sur laquelle il a tiré. Il y avait aussi des douilles sur la scène de crime. Elles étaient à l'entrée de la salle de bain et dans le couloir y conduisant. Une douille dans le couloir, menant à la salle de bain, puis 3 autres, près de la porte des toilettes. Oscar Pistorius a-t-il, comme il l'affirme, pris sa petite amie pour un cambrioleur? Pour la police, ça ne colle pas. Nous avons pris connaissance des informations parues dans les médias dans le courant de la matinée. Des informations selon lesquelles la jeune femme aurait été prise pour un cambrioleur. Évidemment, nos experts poursuivent leurs investigations. Nous ne savons pas d'où vient cette information, mais une chose est sûre, elle ne provient pas de nos services. Et la porte-parole ne s'arrête pas là. Nous pouvons confirmer qu'il y a déjà eu des incidents au domicile d'Oscar Pistorius par le passé. Que pouvez-vous dire? Je ne vais pas m'étendre sur ça, il y a déjà eu des incidents. De violence, d'alcoolisme? Des accusations de violence. Ces affirmations ne laissent aucun doute sur l'hypothèse de la police. Oscar Pistorius est soupçonné de meurtre. Et très vite, les premières interrogations liées à la scène de crime émergent.
La porte des toilettes était fermée et Riva était de l'autre côté. Immédiatement, on se pose la question, pourquoi et comment s'est-elle retrouvée derrière une porte fermée? Il a tiré 4 fois à travers une porte fermée sans savoir qui était derrière cette porte, en pensant que c'était un cambrioleur. Mais que ce soit un cambrioleur ou Riva Steenkamp derrière la porte, il n'aurait jamais dû agir de cette façon. Alors, accident ou meurtre prémédité? Blade Runner aurait-il pu volontairement tuer sa petite amie? Dès 10 h du matin, Pistorius est placé en garde à vue et moins de 24 heures après le drame, mis en examen pour meurtre. Dans les médias, l'information se répand évidemment comme une traînée de poudre. Et le commissariat de Brooklyn, où Pistorius est incarcéré, se retrouve littéralement en état de siège. À l'extérieur, la presse se démène pour avoir des tuyaux sur le scénario du meurtre. Des informations selon lesquelles la police pencherait pour la thèse du meurtre prémédité fuitent alors dans la presse. Alors, le clan Pistorius se voit dans l'obligation de réagir et c'est Arnold, l'oncle d'Oscar, qui va prendre, vous allez le voir, les choses en main. Pretoria, samedi 16 février, 2 jours après le crime. Face au déchaînement médiatique, l'oncle d'Oscar, Arnold Pistorius, 62 ans, convie la presse dans son jardin. À ses côtés, Aimée, la sœur cadette de l'athlète. L'objectif de cette intervention, contrecarrer les rumeurs de préméditation. Nous regrettons profondément les accusations de meurtre prémédité. Nous n'avons aucun doute. Il n'y a aucune matière à ces allégations. D'ailleurs, les preuves matérielles et scientifiques réfutent catégoriquement la thèse d'un meurtre avec préméditation. Très proche d'Oscar, le porte-parole de la famille semble faire tout ce qu'il peut pour maîtriser le déchaînement médiatique. Mais la course au scoop est déjà lancée. Tout le monde a une opinion. C'est comme ça que les rumeurs commencent. Les gens ont spéculé, ils en parlent toujours. Il y a eu des spéculations dans le monde entier. Par exemple, qu'on avait trouvé chez Pistorius des stéroïdes, que sa copine était probablement enceinte. C'était truffé de rumeurs. Outre-Manche, la presse va frapper très fort. Dès le 15 février, l'athlète est rebaptisé Blade Gunner. Le Sun, lui, révèle le témoignage de voisins qui auraient entendu 3 coups de feu et des cris le soir du drame. En Afrique du Sud, les quotidiens comme City Press ne sont pas non plus en reste et alimentent leurs colonnes grâce à des fuites policières. D'ailleurs, selon cet hebdomadaire, Riva aurait eu le crâne écrasé par une batte de cricket, trouvée par les enquêteurs sur les lieux du crime. Et Oscar aurait tiré une première fois sur elle, dans la chambre, avant même qu'elle ne s'enferme dans les toilettes. Mais quelle est donc la part d'ombre de cette légende sud-africaine? Face à ce déferlement d'hypothèses et de rumeurs, que faire? Le 18 février, soit 4 jours après le drame, la décision est prise. Le clan Pistorius fait appel à des professionnels de la communication, la Vuma Reputation Management. C'est Janine Hills, la directrice générale de cette agence, qui va prendre les choses en main. Nous sommes allés chez Arnold Pistorius à Pretoria à 19 h et nous avons été engagés à 21 h après avoir discuté de la stratégie à adopter. Mais aussi pour voir s'il nous faisait confiance, s'il y avait de la confiance entre notre équipe et la famille. Nous savions que nous arrivions dans un contexte très confidentiel, très sensible, mais également émotionnellement très fort car une jeune femme avait perdu la vie. Ce que la famille a apprécié dans notre approche, ce qui était vraiment important pour eux, c'est que nous avions insisté sur le fait qu'il fallait se montrer respectueux envers la famille de Riva à chacune de nos interventions dans les médias. Vos premiers conseils à la famille, Janine, quand vous arrivez? Pour être honnête, notre rôle n'était pas de leur dire quoi faire. Ils devaient réaliser que 315 journalistes avaient leurs caméras braquées sur eux. Tout le monde les observait. Nous leur avons donc conseillé de surveiller leur langage. Ils n'étaient plus des individus à part entière, mais seulement des membres de la famille d'Oscar Pistorius. Faites en sorte d'accepter cette situation pour faire face à cette épreuve et affrontez-la ensemble. Jusqu'ici, seul Oscar faisait la une des médias. Désormais, c'est toute sa famille qui est potentiellement exposée.
Alors, qui est vraiment Oscar Pistorius? Cet athlète qui, jusqu'au 14 février 2013, était considéré comme un modèle, une source d'inspiration, l'homme le plus apprécié d'Afrique du Sud, juste après le grand Nelson Mandela. Il a été mis sur un piédestal. Certains parviennent à le gérer, d'autres non. Il y en a qui s'effondrent. Et là, vous avez l'histoire de quelqu'un qui est vraiment tombé de son piédestal sur lequel il avait été placé par les Sud-Africains, par les médias, mais également grâce à ses performances. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons là un sportif incroyable. Pistorius, un sportif incroyable qui a su surmonter son handicap et se hisser parmi les meilleurs athlètes au monde. Voici l'histoire atypique d'un enfant du pays qui avait jusqu'ici forcé le respect de toute l'Afrique du Sud. Originaire de Johannesburg, Oscar Leonard Pistorius voit le jour le 22 novembre 1986. Ses parents, Enke et Sheila, des afrikaners plutôt aisés, ne remarquent pas tout de suite que leur enfant a une malformation congénitale. Il est né sans péroné, l'os qui avec le tibia forme le bas de la jambe. Le problème est assez rare et les médecins sont catégoriques. Oscar ne pourra jamais marcher, mais ses parents ne veulent rien entendre. Ils vont enchaîner les consultations avec des spécialistes de l'amputation. Oscar est opéré à 11 mois et à 17, le voilà qui porte ses premières prothèses. Et vous allez comprendre qu'il n'a jamais vécu le port de ses prothèses comme un handicap, bien au contraire. La tribu Pistorius est composée de 3 enfants. Il y a d'abord l'aîné, Karl, puis Oscar, de 23 mois son cadet, et enfin Aimée, la petite dernière. Pour Enke et Sheila, un seul mot d'ordre. Oscar est un enfant comme les autres. Pistorius, il raconte comment sa mère, par exemple, c'est une phrase qui a été beaucoup reprise, c'est vrai qu'elle est rigolote, disait à son frère, Karl, mets tes chaussures, et à lui, Oscar, mets tes jambes. Voilà, c'est-à-dire que ses jambes, ses prothèses, c'était comme des chaussures pour d'autres. Les parents n'étaient pas forcément dans une optique d'un sportif de haut niveau, mais il y a quelque chose de très logique, c'est que plus tôt on s'habitue à son handicap et à l'appareillage qui va avec, eh bien, on a toutes les chances ensuite de mieux vivre et de moins souffrir de ça sur le plan physique. Volonté, courage et détermination, des valeurs inculquées tout au long de son enfance par sa mère Sheila. Elle, qui l'a toujours incité à repousser ses limites. Il faisait tout ce que les autres enfants faisaient. Il jouait avec eux, rien ne le retenait, et c'est une des raisons pour laquelle tout le monde l'admire tellement, grâce à sa détermination. Depuis qu'il est enfant, il n'a jamais laissé son handicap se mettre en travers de sa route. Premier drame dans sa vie, la mort de sa mère en mars 2002. Sheila a succombé à la maladie. Désormais, il faudra avancer, mais sans elle. Les 3 enfants étaient très proches de leur mère. Ça a été un grand choc pour lui et sans aucun doute un vrai traumatisme dans la vie de chacun d'entre eux. J'étais le seul qui ne pleurait pas. Je consolais mon frère et ma sœur. Le lendemain, je me suis réveillé en larmes. J'étais complètement sonné. À 15 ans, Oscar se retrouve donc orphelin de mère. Scolarisé à la Pretoria Boys High School, une école anglaise prestigieuse, l'adolescent s'engage à fond dans le sport. Pour lui, rien d'impossible. Il pratiquait tous les sports, même avec ses prothèses. Il les enlevait juste pour nager. Il jouait au water-polo, au tennis, au cricket et au rugby aussi. Cela peut paraître étonnant, mais à l'époque, son sport favori est bien le rugby. Pistorius rêve même de le pratiquer de façon professionnelle, mais le 21 juin 2003, un coup du sort en décidera autrement. Il se blesse à un genou et c'est un petit peu par hasard qu'il arrive dans le milieu de l'athlétisme, puisque avec sa rééducation, il est obligé forcément de courir. Oscar, qui jusqu'ici n'avait aucune attirance pour la course à pied, se donne une fois de plus à fond dans cette nouvelle discipline. Et à la surprise générale, en janvier 2004, il pulvérise le record handisport du 100 mètres. À partir de là, tout s'accélère.
En août de la même année, il se retrouve propulsé aux Jeux d'Athènes. Le monde paralympique découvre alors sa nouvelle star. Immédiatement, il bat le record paralympique, le record du monde également en handisport. Et c'est un petit peu un ouragan, Pistorius, dans le milieu du handisport. Et tout de suite, il va se mettre à être au-dessus de tout le monde. L'or sur le 200 mètres, le bronze sur le 100 mètres, c'est la révélation des JO d'Athènes. Il ne voulait pas être traité comme un athlète handicapé. Et pourtant, il a réussi à devenir le meilleur d'entre eux. À cette époque, Oscar Pistorius est encore scolarisé à la Pretoria Boys High School. Mais ce n'est plus un élève comme les autres. Sa vie change radicalement. Désormais, il est célèbre. C'est arrivé à une vitesse phénoménale. Ça nous a tous pris par surprise. Soudainement, vous avez un garçon de 17 ans que les gens voulaient interviewer. Et à 18 ans, un sponsor lui a même offert une voiture. Pistorius enchaîne les meetings et gagne tout. À 20 ans, Oscar est le leader incontesté des athlètes paralympiques. Blade Runner est né. Les chronos qu'il réalisait avec ses deux prothèses, au-delà bien sûr de ses performances en tant qu'athlète paralympique, devenaient des performances que certains athlètes valides recherchent à très très haut niveau. S'approcher des performances des valides et pourquoi pas concourir à leur côté. Un rêve que caresse Pistorius. Mais l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, l'IA2F, ne l'entend pas de la même façon et refuse de le laisser concourir avec les valides. Pistorius ne se démonte pas et fait alors appel devant le tribunal arbitral du sport. 6 mois plus tard, le 16 mai 2008, le verdict tombe. Pistorius a gagné son bras de fer avec cette fédération. Je suis tellement heureux. Ces 2 derniers jours ont été très stressants, mais certainement les plus beaux jours de ma vie. Plus déterminé que jamais, Pistorius vise désormais les JO de Londres en 2012. C'était un rêve réalisable. Nous avons toujours cru en lui. Il a un mental d'acier. Ce que j'aime chez Oscar, c'est que quand il atteint une limite, il s'en fixe toujours de nouvelles. Je l'ai vu plusieurs fois complètement à bout, mais à chaque fois, il a continué. Car il savait que c'est comme ça qu'on devient le meilleur. Que ce soit à l'entraînement ou en meeting, au fil des mois, Oscar Pistorius enchaîne les courses avec les valides et il ne cesse de progresser. Mais cela sera-t-il suffisant pour décrocher la qualification aux JO ? Malgré tous ses efforts, ses chronos ne sont pas assez bons. Il peut alors dire adieu à son grand rêve de participer aux 400 mètres avec des valides. À moins d'1 mois de l'ouverture des JO, le 4 juillet 2012, le comité olympique sud-africain le repêche. Oscar est évidemment aux anges. Qualification volée, diront certains. Voilà de quoi, en tout cas, alimenter un peu plus la polémique sur sa participation aux Jeux olympiques avec des valides. Tricheur ou champion ? 2 camps s'affrontent. Pistorius, lui, n'a que faire des critiques. Il va enfin réaliser son rêve. Forcément, je veux représenter mon pays du mieux possible. Mon but est de donner mon maximum. Quand je serai dans les starting blocks, je serai là pour me prouver que je peux être le meilleur ce jour-là et que je peux faire une belle performance. C'est important pour moi d'être ici, aux Jeux Olympiques de Londres. Nous travaillons pour cela depuis 4 ans, donc j'aimerais faire une belle performance pour ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Ça va être un des plus grands défis de sa vie. Passer des Jeux paralympiques aux Jeux olympiques, c'est une énorme étape. On sent quand même que la présence d'Oscar Pistorius aux Jeux olympiques, quelque part, ça dépasse un peu le cadre de l'athlétisme et c'est plutôt une bonne chose qu'il soit présent. Et ça va se confirmer avec l'immense succès populaire qu'il va rencontrer lors de sa présence à Londres. 4 août 2012, série du 400 mètres. Pistorius est sur la ligne de départ et le monde entier a les yeux braqués sur lui. C'est un moment historique. Deuxième de sa série, il se qualifie pour la demi-finale.
tout le monde ne regarde que lui, parce que c'est le type que tout le monde veut voir. Et les journalistes, pareil, à l'arrivée, ils laissent passer tous les valides et ils n'interrogent que Pistorius. Il va passer des heures en zone mixte à répondre aux questions. C'est un des personnages qui intéresse le plus les gens. Voilà. Il y a Bolt, il y a Pistorius, il y en a une poignée, hein. Ils ne sont pas très nombreux, quoi. Donc il est de ce niveau-là. Il finira dernier de cette course. Mais aux yeux des spécialistes et du grand public, le roi Pistorius est né. Il vient d'entrer dans l'histoire. Il fait partie du Gotha mondial du 400 mètres. Et encore une fois, que l'on apprécie ou non cet acte, le pari pour lui est largement réussi. 3 semaines plus tard, aux Jeux paralympiques, Pistorius est le grand favori. Sans surprise, il remporte la médaille d'or du 400 mètres. Mais sur le 200, il est battu par le Brésilien Alan Oliveira. Sur la ligne d'arrivée, il dénonce les conditions de cette course, rendues inéquitables selon lui par la longueur des prothèses de son vainqueur. Pistorius serait-il un mauvais perdant? C'est un peu l'arroseur arrosé. C'était assez curieux de voir le peu de tolérance dont il a fait preuve dans cette situation, lui-même qui en demandait de la part des autres. Donc, bon, ça prouve bien aussi qu'il y a une affaire d'ego aussi importante. Et ça, quand on fait du sport de haut niveau, on l'a plus ou moins bien placé, et que ce soit en handisport ou en sport valide. Mais c'est vrai que c'était curieux de le voir réagir comme ça. Les médias britanniques, d'ailleurs, vont lui tomber dessus le soir même. Il sera obligé, donc Oscar Pistorius sera obligé de s'excuser. Ces excuses étaient faites à moitié à contre-cœur, ce n'étaient pas de vraies excuses. Il s'est fait battre par quelqu'un de meilleur que lui ce jour-là. C'est quelque chose qui arrive fréquemment dans le sport. Je trouve qu'il a très mal réagi. C'était un Oscar plein de tension, d'agressivité, d'arrogance. C'est à ce moment-là que le côté sombre d'Oscar a commencé à faire surface. Un premier coup de canif dans l'image lisse et bien maîtrisée de l'athlète. Pour la première fois, son comportement sur la piste est pointé du doigt. Mais cela n'ébranle pas pour autant l'icône, car après les Jeux Olympiques de Londres, rien ne semble pouvoir stopper son ascension. Septembre 2012. De retour dans son pays, la popularité de Pistorius est à son zénith. C'est l'homme le plus en vue du moment. Il était en contact avec les superstars du monde entier. Dans la musique, avec le tennisman Novak Djokovic, il participait à la fondation Laureus. Il était engagé avec des personnalités de haut niveau dans le sport. Conséquence logique de cette notoriété, les contrats publicitaires pleuvent. Pistorius est bankable, il le sait. Il commence à travailler sa communication. Il a une belle gueule. Tout ça, ça aide. Il a même été classé par un journal américain comme faisant partie des 100 personnalités les plus influentes au monde. Tout ça, ça en fait un petit peu une... on pourrait comparer peut-être un peu à une rockstar. On dit d'Oscar Pistorius qu'il est l'athlète le plus payé derrière Usain Bolt. Donc ça laisse quand même songeur. On a estimé ses revenus en 2012 à 2 millions ou 2,5 millions annuels. C'est quand même très grosse somme. Avec ses nouvelles rentrées d'argent, Pistorius cède à une de ses passions. Il s'achète des voitures de sport. Il s'entoure aussi de nouvelles relations. Vous savez, il était invité aux événements sportifs internationaux où il courait. Et si vous regardez sa relation avec son ami Justin Devaris, qui est du groupe Daytona, il s'intéressait aux voitures, aux McLaren particulièrement. La gloire et l'argent, on le remarque dans le monde entier, et il ne fait pas exception. La gloire et l'argent changent les gens. La gloire et l'argent ont changé Oscar Pistorius. À 25 ans, il ne cache pas son penchant pour la fête et les jolies femmes, surtout les blondes. Si vous regardez ses petites amies, elles étaient toutes blondes, belles, avec de longues jambes. Elles ressemblaient toutes à des mannequins. Elles étaient toutes de très belles blondes, très attirantes. Et à l'automne 2012, la jolie blonde qui lui tape dans l'œil est un mannequin de 29 ans. Elle s'appelle Riva Steenkamp. Née en 1983, la jeune femme est originaire de Port Elizabeth, à plus de 1000 km de Johannesburg. Après des études de droit, elle se lance dans le mannequinat. Hagen Angler, ancien rédacteur en chef du magazine FHM, a travaillé avec elle. Il se souvient d'une jeune femme ambitieuse.
Elle avait l'air déterminée à réussir, donc je l'ai encouragée à tenter sa chance. Elle avait une forte personnalité, une ambition et une idée très précise de ce qu'elle voulait faire. Elle n'en parlait pas beaucoup, mais elle avançait pas à pas, et elle donnait l'impression d'avoir un plan de carrière. Elle était prête à montrer au monde qui elle était. Elle voulait essayer de faire de la télé, du cinéma. Elle voulait tout faire. Riva et Oscar se rencontrent le 4 novembre 2012 par l'intermédiaire d'un ami commun. Le soir même, ils s'affichent ensemble dans un événement mondain. Elle l'a accompagné à la soirée des Sport Awards. C'est là qu'on les a vus ensemble en public pour la première fois. D'ailleurs, à ce moment-là, ils ne disaient pas encore qu'ils étaient en couple. Ils disaient juste être amis. Elle m'a dit qu'elle était allée à cet événement avec lui et c'est là que ça a commencé. Les gens ont pris des photos d'eux toute la soirée. Je lui ai dit, tu vas être comme Brad et Angelina alors. Au début, c'était très excitant. Au fil des semaines, la relation d'Oscar et Riva se construit. Il était tellement mignon, plein de petites attentions. Ils étaient heureux, elle était heureuse. Peu avant le drame, Riva venait de participer à une émission de télé-réalité, Tropica Island of Treasure, avec Futi Como. Ironie du sort, la première de ce programme est diffusée le samedi 16 février, soit 2 jours après le drame. Riva était une personne très attentionnée. Elle était incroyable. Je trouve que c'était une personne rayonnante, qui dégageait de l'amour. Quand vous étiez à ses côtés, qu'elle parle ou pas, elle avait quelque chose en elle qui vous calmait. Peut-être uniquement grâce à sa présence. Elle vous apaisait, tout simplement. Entre son succès lié aux Jeux Olympiques et sa rencontre avec Riva, l'année 2013 semblait donc commencer sous les meilleurs auspices pour Oscar. À l'apogée de sa carrière, il pouvait viser confiant les Jeux Olympiques de 2016 au Brésil. Mais alors, comment expliquer cette tragique nuit du 13 au 14 février 2013 qui a non seulement stoppé net sa carrière, mais aussi laissé son avenir en suspens? « 19 février 2013, il est 7 h du matin. 5 jours après le meurtre de Riva, Oscar Pistorius est attendu au tribunal d'instance de Pretoria. Devant le bâtiment, des médias du monde entier, mais aussi des badauds, tous présents dans l'espoir d'entreapercevoir l'athlète. En vain. En jeu, sa libération sous caution, un rendez-vous judiciaire capital. Dans la salle d'audience, les seuls journalistes qui ont pu rentrer sont des privilégiés. Au premier rang, la famille de Pistorius est là, au complet, très digne. À 9 h, Oscar Pistorius va faire son entrée. Les flashs évidemment crépitent, costume sombre, mine grave. Pistorius s'assoit au milieu d'un banc, seul, face au juge. De quelqu'un qui est en repentance, quoi. C'est une figure comme ça, avec un halo de lumière. En plus, quand il y a les caméras qui lui tournent autour avant que les audiences commencent vraiment, c'est assez frappant, quoi. Il est dans un mutisme, en larmes, prostré. Oui, il est forcément brisé, de toute façon. Jaco van Vuren est perchiste et ami de Pistorius. Il s'entraîne dans le même club d'athlétisme, mais ce matin-là, s'il est présent dans la salle d'audience, c'est en tant que dessinateur judiciaire. C'est lui qui doit croquer cette séance hors norme. L'atmosphère était très contrastée d'un coin à l'autre de la salle. Les gens étaient partagés. Soit ils étaient désolés pour lui, soit ils le haïssaient. Et tous ces médias qui essayaient d'avoir une photo de lui. J'étais triste pour lui. Quand il est rentré, les journalistes étaient comme des vautours autour de lui.
Oscar Pistorius semble fébrile, suspendu à son destin. Hasard du calendrier, ce matin-là, à plus de 1000 km, à Port Elizabeth, se déroulent les obsèques de Riva, dans la plus stricte intimité. L'audience débute avec les arguments du procureur, Jerry Nell. Selon lui, Pistorius a tué Riva de sang-froid. L'accusé a pris son arme, a mis ses prothèses, marché 7 mètres jusqu'à la salle de bain et a tué la victime pendant qu'elle était dans les toilettes. Le mobile, une éventuelle dispute. Il y a pu avoir une dispute plus tôt dans la soirée entre l'accusé et la victime. Pour le procureur, la thèse d'Oscar Pistorius ne tient pas. Il n'y a aucune explication possible pour soutenir qu'il ait pensé qu'il s'agissait d'un cambrioleur. Dans la foulée, le juge Desmond Nair annonce qu'il retient l'accusation de meurtre avec préméditation. Sur son banc, Oscar s'effondre. Il a mis sa tête dans ses mains et il s'est recroquevillé. Je ne sais pas si c'était de la honte, de l'émotion ou de la tristesse. Mais il a réalisé, je pense, ce qui se passait, que c'était bien lui qui était sur le banc des accusés. Il a beaucoup sangloté, beaucoup pleuré. Ils ont dû suspendre l'audience pour lui laisser une chance de se remettre de ses émotions. Oui, c'est sûr, il était bouleversé. Mais je me suis demandé combien de ses larmes étaient pour Riva et combien étaient pour Oscar. Pour la première fois, Pistorius va enfin dévoiler publiquement sa version de la nuit du crime. Et c'est Barry Roux, son avocat, qui lit à la cour la déposition sous serment de l'athlète. Que va dire Oscar Pistorius dans sa déposition sous serment? Il nous a expliqué avoir passé une soirée tranquille avec Riva. Ils étaient dans sa chambre, lui regardait la télévision et Riva, elle, faisait des exercices de yoga. Puis ils se sont couchés. Il poursuit. Nous étions très amoureux et je ne pouvais être plus heureux. Je sais qu'elle ressentait la même chose. Oscar écoute, recroquevillé sur son banc, la tête baissée. Il dit qu'il s'est réveillé dans la nuit, réalisant qu'il avait laissé un ventilateur sur le balcon dehors. Il s'est levé pour récupérer le ventilateur, il a fermé les baies vitrées et les rideaux. Ensuite, c'est à ce moment-là qu'il a entendu un bruit provenant de la salle de bain. Il dit qu'il était sur ses prothèses et qu'il se sentait vulnérable. J'ai saisi mon 9 mm sous mon lit. En allant vers la salle de bain, j'ai crié pour qu'il sorte de ma maison. Et crié à Riva d'appeler la police. Il faisait nuit noire et je pensais que Riva était dans le lit. Il est allé dans la salle de bain et a entendu un bruit provenant des toilettes. Il a senti la peur l'envahir et c'est à ce moment-là qu'il a tiré 4 coups de feu à travers la porte des toilettes. Ce n'est qu'après qu'il s'est rendu compte que Riva n'était pas dans le lit et que ça pouvait être elle qui était dans les toilettes. J'ai essayé d'ouvrir la porte des toilettes, mais elle était fermée. J'ai crié à l'aide. J'ai mis mes prothèses, je suis retourné dans la salle de bain et j'ai donné un coup de pied dans la porte pour essayer de l'ouvrir. Il a pris la batte de cricket et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle s'est retrouvée sur la scène de crime. Il a trouvé Riva effondrée dans les toilettes. Il dit qu'elle était toujours vivante à ce moment-là. Mais ça veut dire que avant de tirer, il ne demande pas il y a quelqu'un, qui êtes-vous, il ne pose pas de questions. C'est une des questions que l'on se pose. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé de savoir qui était dans la salle de bain avant de tirer ces 4 balles? Est-ce que quelqu'un qui dit protéger la personne qu'il aime ne s'assure pas d'abord de savoir où est cette personne avant de savoir précisément quel est le danger? C'est le type de questions qui ont été posées lors de l'audience préliminaire et qui se poseront encore lors du procès. Comment Pistorius n'a-t-il pas vu que sa compagne n'était plus au lit? Pourquoi n'a-t-il pas cherché à savoir qui était derrière cette fameuse porte? Et surtout, pourquoi a-t-il tiré par 4 fois? Son récit laisse perplexe. J'ai beaucoup de problèmes avec sa déclaration, parce qu'elle n'a pas de sens. Il vit dans une maison climatisée, pourquoi a-t-il eu besoin de récupérer un ventilateur sur son balcon à 3 heures du matin? Deuxièmement, s'il était dehors et que Riva avait besoin d'aller aux toilettes, pourquoi n'a-t-elle pas allumé la lumière?
Comment peut-il expliquer que quelqu'un soit entré dans sa maison, au deuxième étage, la porte était fermée? Pourquoi un criminel irait dans la salle de bain avant de savoir qui est dans la maison et d'éliminer ces personnes qui représentent un risque? Ce que les criminels font d'habitude, ils rentrent dans la maison, mettent tout le monde dans la même pièce aussi vite que possible, ils les désarment et les attachent pour qu'ils ne constituent pas de menace. Pourquoi aurait-ce été différent dans le cas de Pistorius? Pourquoi un criminel aurait-il le besoin urgent d'aller s'enfermer dans les toilettes? Autant de questions qui promettent un procès difficile pour la défense de Pistorius, sans parler de son attitude vis-à-vis de Riva, qui suscite elle aussi beaucoup d'interrogations. Je crois que l'une des choses les plus évidentes que feraient les gens s'ils se retrouvaient dans une situation où ils sont en danger, c'est de se demander où sont les personnes que j'aime, où sont les personnes que je veux protéger. Ce que l'on fait dans ces cas-là doit avant tout servir à se protéger et à protéger les personnes qui sont sous notre responsabilité. Et si on ne trouve pas cette personne, il faut l'appeler et s'assurer qu'elle est en sécurité. Même pour le meilleur avocat du pays, ça va être très difficile d'expliquer les 4 balles dans la porte. En fait, je ne pense pas que ce soit possible. Pourquoi tirer 4 fois? Et pourquoi 4 tirs au milieu de la porte? Et pas en bas de la porte ou dans un coin? Et pourquoi pas un seul tir dans un coin de la porte? Dans le dossier Pistorius, l'expertise balistique est cruciale. Souvenez-vous, l'athlète dit avoir tiré 4 fois sur la porte des toilettes où était enfermée Riva, sa petite amie. On a effectivement déterminé qu'il y avait 4 impacts sur la porte. Pistorius a déclaré qu'il se sentait à ce moment-là extrêmement vulnérable. Il avait peur qu'il y ait un cambrioleur. La trajectoire des balles sur la porte doit donc permettre d'établir si Pistorius a bien dit la vérité. Parce qu'on ne sait pas si à ce moment-là, il était sur ses lames ou s'il n'était pas sur ses lames. Et donc la trajectoire n'est pas la même. J'ai donc rendez-vous avec J.C. de Klerk, un expert balistique, pour mieux comprendre les enjeux autour de cette porte. Bonjour. Bonjour. Ça va? J.C. de Klerk, comment allez-vous? Très bien. Alors, c'est quoi ça? Nous avons recréé la salle de bain d'Oscar à la bonne taille pour vous donner une idée de la scène du crime. Nous allons entrer à l'intérieur, nous allons tirer comme s'il était debout sur ses prothèses et après comme s'il était sur ses moignons. L'expert va se placer à 1,50 m de la porte, là où, selon les premiers éléments de l'enquête, Oscar Pistorius se tenait lorsqu'il a tiré. Il va d'abord effectuer la version de l'accusation, soit Oscar Pistorius se tenant debout face à la porte sur ses prothèses. Donc ça c'est la version de la police. Je vais charger. Je vais tirer comme si Riva était assise. On sait que les toilettes n'ont pas été endommagées. Je vais donc tirer juste au-dessus. Le troisième tir. Le troisième tir dans la tête. C'est juste pour montrer la trajectoire à travers la porte s'il était devant la porte sur ses prothèses. Autrement dit, la trajectoire des balles à travers la porte si Riva était assise. Et que peut-on dire de cette trajectoire? Eh bien, ce que l'on peut dire simplement, c'est qu'il est possible que Riva était assise, tuée par une arme à 1,50 m de la porte. Oui, elle était peut-être sur les toilettes. Malheureusement, on ne sait pas à quoi la vraie porte ressemble. Donc ça peut changer la donne. Riva pouvait être comme ça, écoutant à la porte, on ne sait pas. Deuxième série de tirs, mais cette fois-ci en imaginant qu'Oscar n'avait pas ses prothèses, comme il l'a affirmé dans sa déposition sous serment. Je vais tirer dans le coude, la tête,
Et vous pouvez voir la différence de trajectoire. Vous pouvez voir que celles-ci ont plus d'angle que les autres. En regardant les trous, nous pourrons déterminer si les tirs étaient plus hauts ou plus bas. Donc la porte va être très importante. Oui, elle prouvera d'où sont venus les tirs. Et ça nous donnera une indication sur la position de Riva à l'intérieur. Est-ce qu'elle était debout? Écoutait-elle à la porte ou était-elle assise? Ça devrait nous donner une idée de ce qui s'est passé quand les tirs ont eu lieu. La porte qui a été retirée et analysée par les experts sera donc l'une des pièces maîtresses du procès. S'il s'avère que Pistorius a menti, c'est toute sa version des faits qui risque alors d'être remise en doute. Mercredi 20 février 2013, deuxième jour de l'audience préliminaire. Hilton Botta, le directeur d'enquête, est appelé à la barre. Il fait un point sur les premiers témoignages recueillis par ses équipes, 6 jours à peine après le drame. Hilton Botta dit avoir des témoins qui assurent que ça se disputait dans la maison de Pistorius depuis déjà de longues minutes, peut-être même 1 heure ou 2. Ce sera un élément crucial pour le procureur et la défense. Y a-t-il eu des cris ou la moindre preuve d'une dispute avant les tirs? Hilton Botta affirme ensuite avoir retrouvé des stéroïdes et des seringues dans la chambre de Pistorius. Se pourrait-il alors que le meurtre soit lié à cette éventuelle prise de stéroïdes? Quand on prend des stéroïdes anabolisants, effectivement le comportement peut basculer, et dans le cas de Pistorius, son comportement dans la phase où il tire à plusieurs reprises à travers une porte dont il ignore effectivement qui est derrière la porte, il sait quand même que sa femme est dans la maison. Donc effectivement ce comportement paraît complètement étrange, et d'être sous stéroïdes anabolisants peut favoriser un tel comportement. Le témoignage de Botta est littéralement catastrophique pour le clan Pistorius. Du coup, quand Barry Roux, l'avocat de Pistorius, prend la parole, Botta est officiellement l'homme à abattre. En quelques minutes, Barry Roux, le ténor du barreau de Pretoria qui défend Oscar Pistorius, va décrédibiliser l'enquêteur principal, Hilton Botta. Par exemple, les stéroïdes qu'on a retrouvés sont en fait un remède à base de plantes qu'on peut trouver sur Internet. Voilà qui ne fait pas très sérieux pour un directeur d'enquête. Dans la salle d'audience, Botta commence petit à petit à perdre ses moyens. Et Barry Roux, lui, est loin d'en avoir fini avec lui. Après les stéroïdes, l'avocat pointe du doigt le manque de rigueur des enquêteurs. Aucun chausson utilisé pour préserver la scène de crime, une douille oubliée dans le lavabo, des erreurs de débutants. Puis il questionne Botta sur ce qu'il estime être sa pièce maîtresse de l'accusation, le témoignage des voisins, des témoins capitaux qui seront appelés à la barre lors du procès. Au contre-interrogatoire, on lui demande mais qui sont ces témoins, à combien de mètres ils se situent de la maison de Pistorius. Il s'enfonce en disant 600 mètres, et puis après il dit 300 mètres, et puis voilà, donc ça fait rire tout le monde, quoi. C'est-à-dire que d'un point de départ qui est fondamental, les témoins, de ce qui se sait dans les maisons d'à côté, on en arrive à on ne sait plus, quoi. Et là, Hilton Botta perd tous ses moyens. Je crois que M. Botta ne s'est pas bien préparé, ou qu'il n'avait pas assez d'expérience pour une audience de cette importance. C'est peut-être la raison pour laquelle il a eu l'air très amateur pendant cette audience préliminaire. Le lendemain de cette journée désastreuse pour la police sud-africaine, Hilton Botta est dessaisi de l'enquête à cause de son implication dans une affaire criminelle en cours. On apprend qu'il a une vieille affaire qui traîne. Il aurait utilisé son arme, en gros, hors ses heures de travail. Étonnante coïncidence. Une révélation qui tombe en tout cas à pic pour l'évincé de l'affaire. Il a lui-même été accusé de 7 tentatives de meurtre suite à une fusillade en 2011. Donc ça l'a immédiatement discrédité et on a commencé à se poser des questions. La police a donc fait marche arrière, certainement pour préserver son image. Ridiculisé par Barry Roux, Botta est définitivement mis hors jeu. Un nouveau directeur d'enquête, plus expérimenté, le remplace sur le champ.
L'audience préliminaire aura finalement duré 4 jours. 4 jours pendant lesquels Barry Roux, l'avocat de Pistorius, a démontré point par point les failles de l'enquête. À 14h30, le vendredi 22 février, le juge Desmond Nair rend sa décision. Pistorius se voit libéré sous caution. La star devra payer l'équivalent de 86 000 €. Ses seules obligations, rester chez son oncle et pointer au commissariat tous les jours. La star vient de gagner la première manche de son combat judiciaire. Oscar Pistorius retrouve donc la liberté. Il s'installe chez son oncle, Arnold, dans un quartier résidentiel huppé de Pretoria, où il va se faire très discret. Du côté des médias, l'enquête se poursuit aussi. Les journalistes exhument d'anciens articles sur l'athlète, des papiers qui révèlent de nouvelles zones d'ombre. Un journaliste du New York Times qui raconte une rencontre avec Pistorius et qui lui dit moi, pour me défouler, quand j'arrive pas à dormir, je vais au stand de tir. En 2011, un autre journaliste du Daily Mail est frappé par son obsession pour la sécurité. À l'époque, Pistorius détenait des battes de cricket et de baseball derrière la porte, un pistolet près de son lit et un fusil automatique à une fenêtre. Une attitude quelque peu surprenante car, souvenez-vous, Pistorius vit déjà dans un complexe ultra sécurisé. Ça, c'est une attitude étrange. Je ne dors pas avec une arme sous mon lit et je ne pense pas que Pistorius en avait besoin vu l'endroit où il vit. Vous pouvez toujours essayer de rentrer ici, mais vous n'y arriverez jamais. Je pense qu'il a été clair durant l'audience préliminaire. Il n'y a pas de doute, il est parano, effrayé par la criminalité. Et que dire de ce tweet posté le 27 novembre 2012 ? Rien de tel que de rentrer à la maison pour entendre la machine à laver, penser qu'il s'agit d'un intrus et aller au combat en mode reconnaissance dans le garde-manger. Un message qui fait froid dans le dos. Comment expliquer cette passion pour les armes ? Pistorius a grandi dans une culture afrikaner. C'est une culture d'indépendance. Il a grandi dans cet environnement où il y avait des armes chez chacun de ses proches. Et il aurait dû savoir comment et quand utiliser une arme depuis son plus jeune âge. Les armes sont des bijoux pour blancs. Des bijoux pour hommes. Comme pour beaucoup d'Afrikaners, les armes à feu sont donc une tradition dans la famille d'Oscar. Le clan Pistorius en détiendrait pas moins de 55. En septembre 2010, à 23 ans, le jeune homme obtient sa première licence, celle pour son 9 mm, l'arme du crime. Le 9 mm est une arme d'autodéfense. Cela constitue la moitié des licences en Afrique du Sud. Et ce pistolet est l'une des armes les plus populaires pour se défendre. À ma connaissance, Pistorius a réussi son test d'aptitude. Sinon, il n'aurait pas eu sa licence. Mais un an avant le meurtre de Riva, en janvier 2012, Pistorius souhaite acquérir de nouvelles armes. Une démarche qui, avec le recul, interroge. Il était en train de se constituer un arsenal alors. C'est un arsenal de collectionneur. C'est pas un arsenal pour tirer nécessairement. Il comptait acquérir 6 armes puissantes, 3 fusils, un Maverick, un Mossberg et un Winchester, une carabine Vector 223 Rifle, 2 revolvers, un Smith & Wesson 500 et un 38 spécial. Pour chaque licence, il faut un certificat d'aptitude, c'est la règle. Un processus complexe, surtout quand on demande 6 licences en même temps. Être compétent, ça veut dire qu'il faut être entraîné, ne pas avoir été condamné et avoir été soumis à une enquête qui inclut des témoignages auprès de sa compagne, des voisins, des amis, de la famille, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'histoire de violence que l'on ne connaîtrait pas. 6 licences d'un seul coup, une demande peu ordinaire. À première vue, Pistorius n'aurait pas grand-chose à se reprocher. Mais aurait-il pu bénéficier d'un traitement de faveur? Car en creusant un peu, les enquêteurs vont découvrir qu'avant le drame, une véritable omerta entourait l'athlète. En janvier 2013, un mois avant le drame, Oscar Pistorius décide de passer la soirée ici,
dans ce quartier branché de Johannesburg qui s'appelle Melrose Arch, un dîner entre amis. Pendant le repas, le jeune homme va s'amuser à manipuler une arme sous la table du restaurant Tasha's où il aime dîner. Il finit par appuyer sur la gâchette et manque de justesse un de ses amis. Voilà un incident qui aurait pu être dramatique, mais qui a été tenu secret. Car à l'époque, le mot d'ordre qui circulait, c'est « on ne touche pas à l'icône de l'Afrique du Sud » et surtout, on lui évite toute mauvaise publicité. Cette histoire n'aurait donc pas dû passer inaperçue. Manipuler une arme chargée en plein restaurant, c'est très surprenant et surtout extrêmement dangereux. Une grande partie du côté sombre d'Oscar a été cachée. Caché par les médias, caché par son entourage. Les gens ne voulaient pas que l'image de marque d'Oscar soit détruite. Les dernières années, Pistorius était de plus en plus arrogant, agressif. C'était de gros signaux, des alertes. Mais avec l'enquête en cours, les langues se délient. Des proches comme Samantha Taylor, son ex-petite amie, livrent des informations qui vont s'avérer capitales. Il y a un incident avec son ancienne petite amie qui a déclaré qu'Oscar avait tiré avec son arme à travers le toit ouvrant de sa voiture. Apparemment, ils ont été arrêtés par la police et il était en colère car un policier avait manipulé son arme. Alors quand ils sont repartis, c'est à ce moment-là qu'il a déchargé son arme, tiré à travers le toit ouvrant du véhicule. Oscar Pistorius aurait-il la gâchette facile? Ces affaires, qui révèlent un comportement suspect avec les armes, sont du pain béni pour l'accusation, qui est convaincue depuis le début qu'Oscar Pistorius a tué Riva de sang-froid. En novembre 2013, soit 3 mois après la fin de l'enquête, le parquet décide d'ajouter ces 2 incidents à l'accusation de meurtre. La tactique du procureur se dessine. Ce sont des preuves dont l'accusation va se servir pour dresser le portrait d'une personne qui avait une propension à la violence. L'accusation va chercher à le dépeindre comme quelqu'un qui méprisait la loi, qui était imprudent et quelqu'un qui n'aurait pas dû détenir une arme. Leur objectif? Montrer que Pistorius est quelqu'un de violent, de dangereux. Et plus le temps passe et plus les vieilles affaires qui portent préjudice à l'image d'Oscar remontent à la surface. Retour le 12 septembre 2009. Ce jour-là, Oscar a des invités chez lui. Parmi eux, sa compagne de l'époque, Melissa, et une de ses amies, Cassidy. Pendant la fête, une dispute éclate entre Melissa et Oscar. Selon Cassidy, M. Pistorius était sous l'emprise de l'alcool. Il était furieux, il s'est mis en colère et il a demandé à tout le monde de partir de chez lui. En quelques minutes, tout le monde quitte la maison, mais Cassidy se rend compte qu'elle a oublié son sac à main. Elle sonne donc à la porte d'Oscar pour le récupérer. Il a claqué la porte. Une grosse porte en bois. Une porte avec des panneaux au milieu. Certains sont tombés et ont blessé Cassidy à la jambe. La police arrive avec à sa tête l'inspecteur Hilton Botta. Déjà lui. C'est leur premier face-à-face. Pistorius sera conduit au poste, mis en examen pour agression, puis relâché. Mais rappelez-vous, cette histoire se déroule en 2009, l'année précédant l'attribution de son premier port d'armes. Or, de tels incidents sont censés empêcher l'obtention d'une licence. Pistorius ne semble pas avoir obtenu sa licence en bonne et due forme. Normalement, si la personne est soupçonnée de violence, la demande doit être suspendue dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Il semble aussi qu'il ait été très rapidement classé comme étant un collectionneur. La police et l'association des collectionneurs n'ont pas souhaité commenter publiquement la raison de cette différence de traitement. Là encore, Pistorius semble être passé entre les mailles du filet. C'est peut-être parce qu'il s'agit d'une célébrité ou parce qu'ils sont purement incompétents. Vous ne me le demandez pas,
Mais voilà la réponse. Nous n'avons plus du tout confiance en la police en Afrique du Sud. Plus personne n'a confiance en eux. Parce que la police est impliquée dans beaucoup trop d'histoires de corruption et de meurtre. Une fois de plus, la compétence de la police est remise en question. Si la police avait enquêté sur les plaintes pour violence, elle lui aurait peut-être retiré sa licence et cette tragédie n'aurait jamais eu lieu. Pistorius n'a donc jamais été embêté par cette histoire d'agression envers Cassidy. Et comme la jeune femme ne voulait pas engager de poursuite, l'affaire aurait pu s'arrêter là. Pourtant, quelques mois plus tard, contre toute attente, Pistorius décide de porter plainte contre elle. Il a demandé des dommages et intérêts à Cassidy car il avait perdu 2 gros sponsors à cause de cet incident. Et il a dit qu'elle l'avait accusé à tort d'agression. Cassidy a reçu une convocation de la part d'Oscar Pistorius. Une parmi tant d'autres, disant qu'il avait perdu l'équivalent de 2,2 millions de rands. Et une autre pour les dégâts causés sur la porte. En décembre 2013, soit 10 mois après le meurtre de Riva, un arrangement tenu secret est finalement conclu entre l'athlète et Cassidy, et sa plainte, elle, est retirée. Réclamer 140 000 € à une jeune femme après l'avoir blessée, se balader avec un pistolet chargé et tirer au beau milieu d'un restaurant ou à travers le toit d'une voiture et en filigrane, enchaîner les victoires. Oscar Pistorius se sentait-il intouchable? Aurait-il pu avoir un sentiment d'impunité? Chez les athlètes professionnels, on retrouve souvent ce genre de comportement. La société les élève au rang de demi-dieux et il n'y a jamais de conséquences à leurs actes. Ils pensent que tout leur est dû et que la société leur donne l'immunité. Pendant l'enquête, le comportement de la star est passé à la loupe. Le sien, mais aussi celui de sa famille. Les médias sont à l'affût de la moindre affaire, du moindre écart. Et le premier à faire des vagues, c'est Henke, le père d'Oscar. Le 3 mars 2013, soit 15 jours après la libération sous caution de son fils, il affirme que la famille Pistorius est obligée d'avoir des armes, car la police de leur pays n'est pas en mesure de les protéger. Cette déclaration provoque un tollé. Pour Janine Hills, la communicante de la famille, une réaction s'impose. C'était une déclaration grave qui accusait le pays et l'ANC. C'était déplacé. Cela n'a été approuvé ni par la famille, ni par Oscar. Nous partagions leur point de vue et nous avons tout de suite exprimé nos excuses. Immédiatement, le porte-parole de l'ANC, le parti au pouvoir, qualifie ce commentaire d'Henke Pistorius d'inquiétant. Cette affaire a désormais atteint les plus hautes instances de l'État. Désormais baptisé le procès du siècle par les médias sud-africains, c'est bien un procès hors norme qui va s'ouvrir le 3 mars 2014. Pourtant, sur le papier, l'affaire Pistorius est d'une triste banalité. L'affaire Pistorius, mise sous l'angle de quelqu'un qui tue sa petite amie, est malheureusement banale. Ce type de crime arrive 3 à 4 fois par jour, en moyenne. Cette affaire cristallise les 2 plus grands fléaux de ce pays. Les meurtres par arme à feu, bien sûr, mais aussi la violence faite aux femmes. Il y a un taux très important de femmes tuées en Afrique du Sud par leurs compagnons. À peu près 60% des femmes qui sont assassinées en Afrique du Sud le sont par leur petite amie ou leur mari. Alors, dans ce pays, classé parmi les 10 plus dangereux au monde, Riva serait-elle juste une victime de plus dans les statistiques? Ironie de l'histoire, elle avait prévu de prononcer un discours sur ce sujet le jour du drame. Elle était vraiment passionnée par ce sujet. C'est quelque chose qui l'a touchée énormément. Ça lui faisait beaucoup de mal de voir qui que ce soit en souffrir. Depuis la nuit du meurtre,
La course au scoop ne s'est jamais interrompue. Le 4 juin 2013, Sky News diffuse des photos des toilettes ensanglantées. Quant au Sunday Times, il épingle la police en révélant qu'une des pièces maîtresses du dossier, la porte des toilettes, est restée entreposée près d'1 semaine dans le bureau d'un colonel. Nous avons dans chaque poste de police des endroits pour conserver les scellés afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés. Il est donc difficile de comprendre pourquoi la porte est restée dans un bureau pendant plus d'1 semaine. C'est inacceptable. Une erreur évidemment incompréhensible, suivie par la démission du responsable, la deuxième après Hilton Botha. Cumuler toutes ces fautes commises pourrait-elle avoir un impact sur le procès? Je suis très intéressée par les preuves qui vont être présentées par la police. Vous savez, en Afrique du Sud aujourd'hui, la police a très mauvaise réputation. Donc, si j'étais l'avocate de la défense, je les attaquerais. Du début à la fin sur l'enquête, pas sur les faits. Car de toute façon, les faits sont contre Oscar. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les avocats de Pistorius se sont aussi entourés des meilleurs experts de médecine légale américains. Ils ne vont rien laisser au hasard. Près d'1 mois et demi après le drame, Pistorius, lui, a vu son contrôle judiciaire s'alléger. Il vit toujours chez son oncle, il va à l'église et il s'entraîne dans un premier temps à domicile, puis à l'université de Pretoria. Je l'ai vu quelques fois. On pouvait voir beaucoup de tension sur son visage. C'est dur. Sa petite amie lui manque. Des personnes lui manquent. Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut surmonter ça, c'est Oscar. C'est une personne incroyable, il a la foi et une famille unie. Et ça, c'est très important. Le 14 février 2014, 1 an jour pour jour après le drame, Pistorius sort de son silence et publie un message sur son compte Twitter. Avec un lien vers son site internet où il confie « La perte de Riva et le traumatisme de ce jour-là, je devrais vivre avec pour le reste de mes jours. » Depuis plusieurs mois, les avocats de Pistorius ont entamé une négociation civile avec l'avocat de June et Barry, les parents de Riva. On parle d'une somme avoisinant les 220 000 €. Bien sûr qu'on comprend que ses parents ont du mal à s'en sortir financièrement. Riva aidait ses parents quand elle travaillait à Johannesburg. Quand ses parents avaient besoin d'argent, elle leur en donnait. Donc nous savons très bien qu'il y a des négociations en cours au civil à cause de cette perte de revenus et de ce qu'elle représente. Mais cela n'a rien à voir avec le dossier criminel. Pour moi, ce sont deux choses bien différentes. C'est uniquement en lien avec la perte de revenus liée au décès de leur fille. Une tentative de négociation civile, ça ne vous rappelle rien? Mais si, souvenez-vous, en 1995, la célèbre affaire O.J. Simpson. L'affaire avait fait la une de tous les médias. Souvenez-vous, ce footballeur américain était jugé pour le meurtre de sa femme et du nouveau compagnon de celle-ci. Alors on se demandait à l'époque comment O.J. Simpson, que tout accusait, allait s'en sortir à son procès. Eh bien, comme pour Pistorius, le footballeur américain s'est entouré des meilleurs avocats de son pays. Et ceux-ci sont parvenus à se débarrasser de l'enquêteur principal en pointant du doigt toutes ses failles, en fouinant dans son passé, un peu comme pour Botha en Afrique du Sud. Propos racistes, failles dans les expertises ADN, dans les témoignages, résultat, O.J. Simpson fut acquitté. Une tactique certes coûteuse, point de vue avocat, mais qui lui a permis d'éviter la prison. Et un exemple à suivre sans doute pour Pistorius dans ce difficile procès. Mais entre O.J. Simpson et Pistorius, il y a une différence de taille. Oscar Pistorius, lui, a reconnu avoir tué sa petite amie. Oscar a déjà admis avoir tué Riva. La seule question aujourd'hui est de savoir s'il l'a fait intentionnellement. Dans un cas, c'est un meurtre, et dans l'autre, un homicide volontaire.
La Cour ne peut pas rendre un autre jugement que celui d'homicide volontaire, de meurtre ou de meurtre avec préméditation. 3 options pour Oscar Pistorius qui risque une lourde peine de prison. Il encourt jusqu'à 25 ans. Pour un meurtre, je ne pense pas que la Cour rendra une autre peine que de la prison. S'il est condamné pour homicide volontaire, vous avez des degrés de négligence et la peine peut aller de 8 ans de prison à une amende. J'envisage une courte peine. Je serais très surprise qu'il ne soit pas condamné à de la prison. Je crois qu'à moins qu'Oscar soit capable d'un tour de magie pour se défendre et qu'il sorte un lapin de son chapeau, il sera au minimum condamné pour homicide volontaire. Lundi 3 mars 2014, premier jour du procès. Un procès exceptionnel retransmis en partie sur une chaîne de télévision sud-africaine créée pour l'occasion. Un procès qui a attiré les médias du monde entier dans la salle. Le procureur lit l'acte d'accusation et Oscar prononce ses premiers mots. Comprenez-vous les accusations? Oui, Madame la juge. Que plaidez-vous? Non coupable, Madame la juge. Pistorius maintient donc sa version de l'accident. L'accusation, qui plaide le meurtre prémédité, s'attaque immédiatement à un point clé de l'enquête, le témoignage du voisinage. Premier appelé à la barre, Michelle Burger. Elle affirme avoir été réveillée par les cris d'une femme qui appelait au secours, puis avoir entendu 4 coups de feu. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. Avec l'intensité de ces cris, je savais que quelque chose de terrible était en train de se passer dans cette maison. J'ai pensé qu'ils avaient été attaqués. On crie de cette façon seulement si notre vie est en danger. À en croire ce témoignage, Riva et Oscar étaient donc en train de se disputer. Une version des faits qui accable l'athlète. Mais Barry Roux, son avocat, comme avec tous les témoins qui défileront à la barre, tente de la déstabiliser. Sa stratégie, instiller le doute dans l'esprit de la juge, Thokozile Masipa. Bon point pour la défense. Un expert balistique confirme la déclaration sous serment de l'athlète. Il n'était pas sur ses prothèses au moment du meurtre. En revanche, son obsession pour les armes, elle, est clairement établie. Il a gardé tout le temps sur lui, Madame la juge. Oscar Pistorius prend des notes, écoute les débats et pleure, très souvent. Une semaine après le début du procès, il craque et vomit à l'énoncé du rapport d'autopsie. Après 15 jours d'audience, le procès, qui devait se terminer le 20 mars, est prolongé de 8 semaines. Alors, quelle partie va se montrer la plus convaincante? De quelle peine Oscar Pistorius va-t-il écoper? Son sort est désormais entre les mains de la juge, qui prendra seule cette décision.